suis très contente d'accueillir aujourd'hui Rémi Astruc. Rémi, tu es professeur de littérature comparée à l'université de Cergy-Pontoise et tu as beaucoup travaillé sur le grotesque. Hein. Tu as notamment écrit un ouvrage qui s'appelle « Le renouveau du grotesque dans le roman du XXe siècle ». Puis tu as travaillé aussi sur le grotesque en littérature africaine. Je dis le grotesque parce que ça a un lien avec la conférence d'aujourd'hui, puisque tu m'as proposé de présenter quelque chose sur le lait. Qu'est-ce que le lait ? Et ça va être absolument passionnant. Et tu as aussi beaucoup travaillé sur les communautés et sur le commun. C'est une des raisons grâce à laquelle on s'est rencontrés à l'université. Et puis, comme une sorte de boucle, en ce moment, tu me disais que tu travaillais sur la beauté. Mais peut-être que vous aurez des questions à poser sur la beauté. Mais pour l'instant, avant de parler de la beauté, on va parler du lait. Et je te passe tout de suite la parole et je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour t'adresser aux étudiantes et aux étudiants. Merci beaucoup Karine, merci à tous d'être là. En effet, je vais vous faire une présentation qui est en lien avec des travaux que j'avais effectués il y a maintenant quelques années, qui sont un peu éloignés, mais j'ai eu plaisir à y revenir. Et j'espère que bien, vous aurez plaisir aussi à vous plonger dans l'esthétique du lait. Parce que c'est amusant, c'est intéressant le lait. Donc, ma conférence s'intitule « Qu'est-ce que le lait ? Réflexion sur le goût ou le dégoût et les sensibilités pénibles ». Le lait, en effet, c'est un sujet qui est peu étudié, d'où l'intérêt de le présenter ici, à l'inverse de la beauté, qui a toujours fait l'objet de réflexions intenses depuis le début de l'humanité. Les philosophes s'y sont intéressés, les artistes, bien entendu, et vous trouvez d'innombrables traités sur le beau, des réflexions théoriques, des essais. Mais évidemment, ce sont des sujets qui concernent l'homme ordinaire, l'homme et la femme ordinaire. Et donc, si vous voulez, tout le monde a une expérience de la beauté et de la laideur, d'ailleurs, qui sont des expériences extrêmement communes, quasi quotidiennes. Et donc, il n'y a pas besoin de spécialistes, en quelque sorte, pour adresser ces sujets-là, pourrait-on croire. D'ailleurs, une des définitions les plus connues sur le beau, c'est la définition que donne Kant dans sa critique sur la faculté de juger. Il définit le beau de la manière suivante, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Donc universellement, ça veut dire qu'on a tous une perception du beau, et sans concept, ça veut dire que on n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre qu'on a en face de soi du beau. Et vous voyez, évidemment, le problème de cette définition, c'est qu'elle ne dit rien sur ce que c'est que le beau. Et donc, le beau, c'est aussi, si ça plaît sans concept, c'est quelque chose qui se refuse à la catégorisation. Il y a un hiatus avec la réflexion, en quelque sorte. Et pourquoi ? Évidemment parce que ce que dit aussi cette phrase de Kant, c'est que la perception que l'on a du beau ou du laid, c'est une perception essentiellement instinctive. Tout le monde sait immédiatement ce qui lui plaît ou ce qui lui déplaît. Okay ? Mais vous voyez, on est très loin de la connaissance de pourquoi ça plaît ou pourquoi ça déplaît. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de voir. Donc le lait, vous voyez, c'est pour ces raisons aussi qu'il est peu étudié, c'est que finalement, il est peut-être encore plus compliqué que le beau à comprendre de quoi il est fait. Et puis, évidemment, c'est moins séduisant a priori de travailler sur le lait. Et puis, vous verrez aussi peut-être que c'est plus douloureux. Donc, c'est un sujet qui est délaissé et qui est volontiers considéré comme vil. Et vous voyez tout de suite apparaître une première liaison qui va être intéressante, parce qu'on va y revenir, le lien entre le lait et la question morale. Comme c'est un sujet compliqué, je vais devoir commencer, prendre un petit peu de temps pour énoncer des précautions méthodologiques. Je vais formuler une hypothèse de recherche, qui est encore en travail, et puis je vais vous montrer des exemples, alors plus ou moins soft, et on ira de plus en plus vers le hard, de lait humain et non humain. Alors l'hypothèse qui m'intéresse, et que j'aimerais continuer à creuser, et puis vous verrez qu'elle éclaire une partie de ce qu'on va voir, même si ça déborde ce cadre-là, mais voilà, je voudrais soutenir
que le lait, c'est une des distinctions les plus naturelles, enfin parmi les distinctions naturelles, c'est-à-dire ce qui nous différencie entre êtres humains, à savoir les questions, les grandes questions les grandes structurations anthropologiques, qui sont les différences d'âge, les différences de génération, les différences de sexe, homme-femme, différences d'origine ethnique. Voilà. Bien, parmi toutes ces distinctions, il y en a une qu'on oublie, c'est la question du beau et du laid. Et même parmi et ceci parmi aussi les distinctions sociales, d'origine, de classe sociale, de statut, de moyens financiers. Voilà, tout ça c'est pris en compte. Et la question de la laideur, par exemple, c'est pour moi une des distinctions primordiales, qui est les plus immédiates et qui est peut-être les plus fortes dans la différenciation qui s'opère en quelque sorte naturellement entre les hommes. Et donc c'est une différence qui est non reconnue sociologiquement. Je n'ai pas connaissance de travaux qui s'intéressent à cette question de façon vraiment précise, mais pourtant on peut sentir, me semble-t-il assez aisément, que c'est un puissant moteur de structuration de la société qui va promouvoir certains, qui va en favoriser certains et qui va au contraire en exclure d'autres, en punir en quelque sorte d'autres, en pénaliser d'autres. Donc il y a d'un côté, si vous voulez, ceux qui sont beaux, et puis ceux qui ne le sont pas, et c'est évidemment la majorité d'entre nous, heureusement c'est là où on se retrouve, et à la différence, j'ai envie de dire, de tous les autres groupes, toutes les structurations sociales qui existent, donc le groupe des femmes, le groupe des jeunes, le groupe des prolétaires, si vous voulez, le groupe des minorités ethniques ou sexuelles, eh bien la laideur, c'est peut-être une des seules structurations immédiates qui ne fonde pas un ensemble. Il n'y a pas un groupe des laids. En tout cas, on ne réfléchit jamais en ces termes-là. Et du coup, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de moyen de lutter contre de faire apparaître d'abord, et puis de lutter contre ces discriminations esthétiques entre nous. Vous savez que la Vulgate néolibérale nous invite à considérer l'existence comme une vaste lutte. Et donc, dans cette compétition générale que serait la vie, compétition économique pour l'argent, compétition sociale pour la gloire, le statut, ou compétition sexuelle pour avoir les hommes ou les femmes que l'on désire sexuellement, eh bien c'est peut-être le moins étudié des paramètres. Et ceci, tant pour les libéraux, qui eux exaltent la différence individuelle, ils promeuvent la distinction entre les êtres, que pour les égalitaristes qui au contraire voudraient diminuer ces clivages. Donc c'est pour moi, je tiens la beauté et la laideur, mais la laideur en tout cas comme la plus injuste des discriminations, qui est la plus à la fois visible et invisible, et donc qui est une discrimination différente de l'âge, le sexe, le handicap, et toutes les discriminations qu'on connaît par ailleurs. Et donc pour l'étudier, il faudrait se lancer dans une anthropologie esthétique et politique qui reste largement à faire aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce seraient les bases de cette anthropologie esthético-politique. Ce sera quelques bases, en tout cas. Alors je vais découper mon propos de la manière suivante. Je vais d'abord m'intéresser dans un premier temps à la perception de la laideur en réfléchissant sur les objets du lait. On verra ensuite une analyse un peu plus approfondie des sources du dégoût humain. On fera apparaître la dimension anthropologique et la dimension de construction sociale du lait. Et enfin, on terminera sur le lait que j'appelle extrême ou hyperbolique et qui confine à l'abject. Et enfin, je terminerai par une conclusion qui abordera la question très rapidement du lien entre art et laideur. Mais là, on va en voir tout le temps et je vais commencer par là. Mais j'énonçais des précautions méthodologiques pour bien comprendre comment je peux tenir le discours que je vais tenir et pour que vous ne soyez pas en train de m'interrompre toutes les 3 minutes pour dire « Ah monsieur, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça c'est pas laid, etc. » Il faut bien faire attention à la chose suivante. Ce que je vais désigner ici comme laid, eh bien je vais le faire en ne me plaçant pas du côté de ma perception subjective, parce que ça n'aurait aucun intérêt de savoir ce que moi je trouve laid, mais en revanche, je vais me placer du côté de l'être perçu comme laid. Autrement dit, de ce qui est identifié comme laid par le groupe.
Donc, non pas, je ne vais pas parler ici du jugement de goût individuel, qui est bien entendu indécidable. Vous avez le droit de trouver beau ou laid ce que vous voulez, et j'ai rien à dire là-dessus. Mais je vais parler, en revanche, et là on peut commencer à travailler, de ce qui est saisi collectivement et relativement instinctivement, dans l'idée que c'est naturel, même si on verra que c'est en grande partie culturel, ce qui est saisi comme laid, donc, par le groupe. Ce qu'une chercheuse, une sociologue qui s'appelle Véronique Naum-Grapp appelle la perception collective consensuelle. Il y a des objets qui sont collectivement désignés, et tout le monde le sait, comme laids. Donc ça, c'était la première précaution, le fait de se placer du côté, donc, non pas d'un point de vue subjectif, mais de ce que l'on considère généralement, globalement, une majorité considère comme laid, ou beau d'ailleurs. Je voudrais, dans une deuxième précaution, éliminer tout de suite la question du charme, ou de la beauté qui serait dans l'œil de celui qui regarde, et qui serait une beauté inhérente à tout être, à tout corps. Donc même les choses les plus laides, voilà, on peut les voir belles, et en effet, c'est vrai, mais il me semble qu'il y a là une forme de bien-pensance, peut-être, après coup, qui veut sauver absolument chaque être, chaque chose, et il me semble qu'on a là quelque chose qui est de l'ordre du cache-misère, qui en fait finalement dissimule plus ce que l'on ne veut pas voir et ce qu'on ne veut pas faire l'effort de penser. Donc, moi, mon idée, c'est d'essayer de le penser. Donc, j'élimine la problématique du charme qui serait toujours attaché aux objets, même aux objets laids. Donc, et à l'inverse, je soutiendrais donc qu'il y a une laideur qui est perçue comme objective. Peut-être pas objective, mais perçue comme objective. Vous auriez bien compris la différence. Et qui serait immédiatement perceptible par tous. Autrement dit, pour reprendre ce que je disais de Kant tout à l'heure, la définition de Kant, le laid, ce sera ce qui déplaît sans concept. Donc ce qui immédiatement est perçu comme gênant, vous agressant, désagréable. Et là, on peut commencer à essayer d'analyser, on peut essayer d'expliquer, voire de déconstruire nos perceptions du laid. Alors, vous allez voir que chacun, effectivement, peut immédiatement reconnaître quelque chose comme laid. Il y a une unanimité, en quelque sorte, autour de certains objets, avant même de penser, c'est-à-dire par conditionnement anthropologique ou culturel. Donc je vais vous en donner une multitude de preuves, avec les exemples que je vais vous proposer. Mais auparavant, une dernière précaution méthodologique, ce que les anglo-saxons appellent le trigger warning, c'est-à-dire quand vous entendez le bruit de la gâchette, qui doit vous alerter sur le fait que le coup va partir. Donc je me sens obligé de faire un trigger warning pour vous dire qu'effectivement le lait, et je vais présenter des images, des textes, c'est désagréable. Et donc ça peut être dérangeant, il faut que vous le sachiez, donc je vous le dis à l'avance, vous vous préparez à la chose. Ça fait partie de la laideur. La laideur, ça provoque un trouble. Sinon, ça ne serait pas de la laideur. Mais à partir du moment où ça provoque un trouble, eh bien, moi je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de savoir pourquoi on est troublé. Et voir que ça peut même être excitant, ce trouble-là. C'est de la même manière qu'on adore se faire peur, donc on va faire des montagnes russes parce que le sentiment de la vitesse et de perdre pied, de perdre contrôle, voilà, on va le rechercher dans les parcs d'attractions. De la même manière, la laideur, elle a ce pouvoir-là. J'écrivais quelque part que la beauté attire, la laideur, elle, repousse et attire. Elle fait les deux. Et donc, voilà, il y a un véritable plaisir qu'on peut trouver à contempler le lait et encore plus peut-être à réfléchir sur le lait. En tout cas, il y a une connaissance à en tirer et qui peut passer par tout simplement une éducation du regard. Et je vais prendre l'exemple, alors je ne suis pas sûr de ma source, mais il me semble que c'est l'empereur romain Marc Aurèle, donc qui est un des philosophes stoïciens de l'école stoïque, qui est au cœur de cette anecdote, du vase brisé. Il avait dans ses possessions un très très beau vase, et ses serviteurs, un jour par mégarde, avaient cassé ce vase. Et donc,
c'était la panique dans la maisonnée, parce que les serviteurs avaient peur de la réaction de Marc Aurèle quand il allait découvrir ce vase. Or, quelle ne fut pas leur surprise quand ils virent le philosophe stoïcien abîmé en méditation devant la fêlure du vase. Au lieu de déplorer la perte de beauté du vase, il était fasciné par la craquelure qui déshonorait en quelque sorte le vase, mais dont il trouvait, lui, une source de jouissance. Donc, il y a une connaissance philosophique, si vous voulez, que nous transmet Marc Aurèle, si c'est bien lui dans cette anecdote, et qu'on va retrouver à des milliers de kilomètres et d'années de là, dans l'art japonais qui s'appelle le kintsugi, qui est l'art de la réparation des objets brisés. Et donc, vous avez une illustration sur la droite d'une coupe qui a été brisée et qui est rehaussée par des artisans japonais avec de la poussière d'or. Il recolle donc le vase et donc cette laideur du vase brisé, eh bien, il la transforme, il la transmue en quelque sorte grâce à la réparation dorée. Donc, ça nous incite à réfléchir à quoi ? Eh bien, au destin, au lien entre la laideur et le destin des choses et des êtres en ce monde. Notre fin dernière, la fin dernière de tous les objets, c'est de disparaître. Et cette fin, eh bien, elle est laide. C'est la destruction, c'est la disparition, c'est la mort. Le philosophe français Blaise Pascal disait d'ailleurs que la vie est laide parce qu'elle se termine par la mort. Il avait cette phrase terrible et magnifique à la fois. Vous voyez comment le beau vient toujours au secours du laid. Il disait, en parlant donc de la vie qui se termine par la mort, le dernier acte est sanglant. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Donc notre vie, elle serait entachée de laideur par cette fin dernière, cette promesse de destruction que nous portons avec nous dès la naissance. Et une psychologue contemporaine qui a beaucoup travaillé sur le lait, qui s'appelle Muriel Gagnebain, concluait d'ailleurs ces réflexions sur l'idée que tout ce qui est lait, à un moment ou à un autre, à un point ou à un autre, se rapporte à la mort. Elle fait ce lien très fort entre laideur et mort. Et oui, en effet, c'est ce que disait aussi Pascal, donc la mort travaille le vivant, ce processus de dégradation qui se met en place dès l'apparition de la vie, dès la naissance, c'est ça qui produit le lait. Mais alors bien sûr, et on le verra en conclusion, l'art travaille la laideur de ce destin, c'était la fonction de l'art en tout cas que lui a signé André Malraux, celle de transmuer la laideur, sinon en beau, du moins en valeur. Et c'est à ce propos que je voudrais citer le poème de Sully Prudhomme que j'ai affiché au tableau et que je vous lis, qui s'appelle justement Le vase brisé. Donc c'est un poème sur un objet laid. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup dut l'effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour. Son eau fraîche a fui goutte à goutte, le suc des fleurs s'est épuisé. Personne encore ne s'en doute, n'y touchez pas, il est brisé. Souvent aussi, la main qu'on aime, effleurant le cœur, le meurtrit. Puis le cœur se fend de lui-même, la fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il sent croître et pleurer tout bas sa blessure fine et profonde. Il est brisé, n'y touchez pas. Alors là, on a un exemple, à travers ce poème de René-François Sully Prudhomme de 1865, intitulé donc « Le vase brisé », on a un exemple de cette transmutation, en quelque sorte, de la laideur en, alors je disais, sinon en beauté, du moins en valeur, en un poème, comme ici. Mais avançons dans notre propos et entamons véritablement le cœur des choses, avec donc une première partie sur la perception instinctive, donc,
que nous avons du lait et la connaissance difficile qu'on peut tirer de cette perception. Je disais en commençant que le lait se saisit immédiatement et que j'allais vous en donner des preuves. Donc, essayez de faire attention à l'expérience de perception du lait que vous allez faire, autrement dit, à la façon dont phénoménologiquement, c'est-à-dire à travers vos sens sans votre raison, va se construire le dégoût, la répulsion, le rejet de ce que vous allez voir. Observez donc comment le sentiment esthétique vient à vous. Qu'est-ce qui va accrocher votre regard? Qu'est-ce qui va éventuellement vous soulever le cœur? En tout cas, vous déplaire, éventuellement vous faire rire, puisque ce sont autant de manifestations du lait. Alors, j'ai une petite vidéo. Je vais commencer par quelque chose de soft, à savoir un animal. Are you a bad bird? Are you a bad bird? Bad bird. Are you a bad bird? Alors, ouais, ça c'est ma dernière rencontre forte avec le lait. J'ai voulu partager avec vous, c'est que je me suis trouvé il y a quelques mois face à des dindons. Il y a longtemps que je n'avais pas vu un dindon de près. Et c'est vraiment un animal ignoble. C'est pour moi le lait par excellence. Alors, vous voyez mal là, les couleurs, mais c'est vraiment assez répugnant la façon dont sa crête peut passer du rouge au bleu en fonction de son excitation, son énervement. Vraiment, il peut changer de couleur, c'est tout à fait étonnant. Donc voilà, c'était ma dernière rencontre avec un lait que j'ai immédiatement reconnu comme tel. Alors pourquoi est-ce qu'on le reconnaît comme tel? D'ailleurs, première chose, je vais arrêter, il est évident, premier enseignement, c'est que pour la dinde, le dindon, il n'est certainement pas laid comme nous le voyons laid. Pour la dinde, il est certainement même véritablement très beau. Et peut-être plus il a ces couleurs bizarres, rouges ou bleues, plus il a des appendices qui pendent, etc., plus il sera beau. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que si c'est l'inverse pour nous, si le dindon va nous répugner, nous paraître si laid, c'est parce que cette laideur, elle est dans l'œil de l'homme et pas dans l'œil de l'animal. Le dindon, il nous paraît non seulement laid, mais il nous paraît même indécent, je dirais, dans le fait de se présenter à notre regard. Et voyez comment la moralité va encore une fois être associée au lait. Et on voit bien que la laideur, si on juge que l'intervention du dindon, elle est répugnante et qu'elle ne devrait pas meurtrir notre regard, c'est bien parce que le lait contrevient à certaines conventions de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. On pourrait le résumer en disant ça ne devrait pas exister un animal comme ça, tellement c'est laid. Donc c'est ces couleurs, évidemment, rouge, bleu, et le fait, encore pire je crois, ça passe de l'un à l'autre, ça puisse se transformer, qui fait que le corps du dindon rappelle pour nous des chairs à vif. Nous rappelle la viande, nous rappelle la couleur du sang. Et tout ça, c'est évidemment répugnant pour nous. Et j'ai envie de dire tout de suite, c'est en écho, je pensais, à la magnifique queue du paon. Le vert bleu chamarré de la queue de paon, c'est exactement l'inverse du rouge-bleu du dindon. Et puis il y a évidemment, dans ces images du dindon, il y a tout ce qui pend, tout ce qui pendouille de son cou en particulier, toutes ces protubérances rouges qui, pour nous, renforcent sa laideur. En plus, ça s'allonge, il a une espèce de chair qui va descendre et remonter sur son bec, un truc qui pend. Je ne sais pas trop, ça doit porter un nom, mais je ne le connais pas. Et qu'est-ce que ça rappelle pour nous? Ça rappelle des chairs flasques, la morve qui goûte du nez, des sécrétions repoussantes. Donc, ça nous renvoie à quoi? À la maladie, au rhume, éventuellement, à la saleté, en général, à une forme de laisser-aller
condamnables pour nous, ou alors à des choses que l'on cache. Par exemple, quel est le muscle qui s'étend et qui se rétracte chez nous? Il y en a deux. C'est la langue, qui est obscène par définition, en quelque sorte. On ne montre pas sa langue. Et le pénis, bien sûr. Donc, est-ce que nous n'associons pas, dans la laideur que nous trouvons au dindon, ces appendices qui pendent et se rétractent à ces organes humains? Et puis plus généralement, le dindon, il est repoussant parce qu'il est bourré de chair flasque, de chair dégoulinante, de chair instable. Et tout ça, c'est très différent du ferme, et nous aimons le ferme. Tout ce qui n'est pas ferme nous dégoûte. Le dindon, finalement, c'est une espèce de grosse créature informe, avec des allures étranges qu'on ne peut pas fixer. Et donc, il résiste à notre besoin, justement, de forme, de fixité, de forme bien finie. Il résiste à notre besoin de claire séparation et distinction des choses. Et c'est pourquoi, j'ai envie de dire, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les dindons ne sont pas des animaux d'ornement, mais des animaux de consommation. Si nous élevons des dindons, c'est parce que certains, en tout cas, en mangent la chair. Et vous voyez toute l'injustice, encore une fois, de la laideur, qui fait que, eh bien, nous adorons les ours polaires et les chiots, mais nous détestons les dindons, les serpents, les cloportes, qui nous dégoûtent. Alors, le dindon, par ses chairs qui semblent à vif, rappelle quelque chose que les peintres ont illustré comme des éléments de cette laideur. Vous avez une illustration, alors, on ne voit pas grand-chose parce qu'elle est évidemment d'un rouge dégoûtant qui rappelait le dindon, le bœuf écorché du peintre Rembrandt sur la gauche, et une version du XXe siècle du peintre anglais Francis Bacon à droite. La carcasse, c'est typiquement des objets qui génèrent le dégoût pour l'homme. Et donc on voit bien, je disais, appendices qui pendent, rappel de ces organes honteux que l'on cache. Tout cela, ça montre bien qu'il y a dans le lait un rapport à ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Donc un rapport à la bienséance. Le dindon, il est obscène. Et il est obscène, pourquoi? Parce qu'il montre à l'extérieur ce qui est normalement caché à l'intérieur. Tous ces appendices, toutes ces espèces de langues qui pendent, voilà. Pour nous, c'est quelque chose de l'intérieur qui doit rester caché. Or, on ne montre pas l'intérieur de sa bouche. C'est une des conventions finalement très, très partagées. Alors je voulais trouver, donc voilà une illustration de Gargantua, le géant de Rabelais, qui tire la langue quand on lui donne à manger. J'avais dans mon esprit une image plus dégoûtante encore du gosier ouvert de Gargantua, je ne l'ai pas trouvé. Mais tout ça pour dire que l'intérieur de la gorge, ce sont des choses que naturellement nous pensons sales et que nous gardons privées en quelque sorte. C'est pourquoi quand vous bâillez, vous mettez la main devant la bouche et qu'on trouve ça indécent, quelqu'un qui bâille sans se mettre la main devant la bouche. Donc, pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, nous rejetons dans le lait tout ce qui est réalité du corps et besoin matériel du corps. Tout ce qui est en rapport avec l'ingestion, la digestion, la défécation, bien sûr, mais aussi la sexualité, la réalité concrète de la naissance ou de la mort. Tout ce qu'un philosophe anthropologue du XXe siècle russe qui s'appelle Mikhail Bakhtin a rangé sous la catégorie de bas corporel. Tout ce qui est dans le bas du corps nous déplaît, est associé au lait parce qu'il est associé aux fonctions organiques que nous essayons d'oublier, avec évidemment la contrepartie du bas corporel qui est la noblesse de l'âme, l'esprit, l'intelligence. Tout ça, évidemment, ce sont les parties hautes du corps qui tirent l'homme vers le divin. Le bas corporel le tire au contraire vers le sale, vers l'organique, la vie organique. C'est ça qui nous dégoûte profondément. Alors avec l'image du dindon, je voudrais souligner le fait qu'on comprend mieux que la laideur, puisqu'elle est faite de conventions, essentiellement, elle n'existe que pour l'homme.
elle naît et elle n'est que dans le regard de l'homme, elle n'existe que pour l'esprit humain. En fait, donc, la laideur reflète une lecture humaine du monde, avec ses canons et ses tabous. Et donc, la laideur est bien une vision anthropocentrique, qui place l'homme au cœur et au centre de sa réflexion. D'ailleurs, nous sommes incapables de dire, nous serions incapables, et nous sommes incapables de dire ce qui est laid dans les choses qui ne nous concernent pas, les choses qui dans le monde que nous ne fréquentons pas, dans un monde qui nous est indifférent. Par exemple, et ça c'est Henri Bergson qui le soulignait, nous sommes incapables de dire qui est le plus beau dans un troupeau de moutons. Les moutons, ils se ressemblent tous pour nous, nous ne les discriminons pas. Nous ne savons pas, notre cerveau n'est pas fait pour reconnaître. Pourtant, quelqu'un qui vit avec les moutons, il saura dire, il saura les reconnaître. Les pingouins, par exemple, un troupeau de pingouins, vous les voyez, vous les saisissez en bloc. Alors on aime les pingouins parce que c'est une image générale qui nous plaît, qui nous paraît séduisante, mais nous sommes incapables de dire ce pingouin-là il est beau, ce pingouin-là il est laid. Vous voyez, parce que c'est un monde dans lequel nous n'entrons pas, donc comme il n'est pas, comme l'humain n'y entre pas, eh bien la question de la laideur ne s'y pose pas. Donc plus encore, la laideur est presque toujours, vous essayez d'y faire attention, elle est presque toujours en rapport avec l'homme et avec son intervention. Un paysage laid, eh bien c'est un paysage qui est ravagé par l'homme. Il est par exemple souillé par des ordures, des déjections plastiques sur les plages, ou des trous de pelleteuse dans un terrain vague. Ça c'est laid. Okay, sinon, un paysage n'est jamais laid, en quelque sorte. Au pire, il est sans intérêt. Il passe inaperçu. Il est indigne pour nous d'être repéré. Donc il échappe, en quelque sorte, au lait. Et par exemple, une forêt arrachée par une tempête, qui est un phénomène naturel, eh bien, elle va provoquer un certain nombre de sentiments. Par exemple, de la tristesse, des formes d'affliction, mais certainement pas du lait, de l'abattement, vous voyez, mais pas du dégoût. Donc, vous voyez, tout ici montre que la laideur renvoie à l'homme et à son sens esthétique propre, qui serait d'ailleurs, mais je vais passer vite là-dessus, qui serait un sens purement humain, c'est-à-dire que les animaux en seraient dépourvus. Ils seraient insensibles, par exemple, à un beau coucher de soleil. C'est quelque chose que j'avais lu dans un texte du généticien Axel Kahn, qui disait quand il se promenait au coucher de soleil sur sa jument, eh bien, il ne notait aucun signe que sa jument était émerveillée comme lui pouvait l'être par le coucher du soleil. Mais ça me semble une réflexion un peu absurde, parce que c'est très très anthropocentrique. Ça voudrait dire qu'il faudrait que l'animal reconnaisse le même beau que nous. Mais nous ne savons pas reconnaître ce qui est beau pour le dindon, comme nous ne savons pas reconnaître ce qui est beau pour la jument. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible au beau. Hein. Donc là, il y a vraiment... il y a des choses, c'est pas clair le sens esthétique des animaux, c'est une question compliquée, mais voilà, en tout cas, je pense qu'elle existe malgré tout, malgré ce qu'on en dit. Alors, une petite conclusion de cette partie avant de passer à la seconde. Premièrement, la laideur, c'est donc la laideur des animaux, pardon. C'est un reflet, vous l'avez vu avec l'exemple du dindon, c'est un reflet des conceptions de la laideur pour l'espèce humaine. D'ailleurs, on va le retrouver, ça, quand dans les caricaturistes, quand les caricatures, par exemple, des visages humains, les caricaturistes utilisent souvent le lien avec l'animal. C'est-à-dire qu'une face laide, c'est une face qui ressemble à une face de cochon, à une face d'oiseau, une face de rat. Deuxième chose, qui me paraît intéressante à retenir, c'est que la laideur, elle fait toujours irruption dans notre monde. Et donc ce sont essentiellement des débordements, des perturbations de l'ordre qui, lui, est naturellement beau. Donc la laideur ne fait sens qu'en tant qu'irruption et perturbation d'une esthétique, dans une esthétique générale qui est celle du maintien, qui est celle de la retenue,
de la discrétion. Comme je disais, on n'ouvre pas sa bouche grand, on ne montre pas ses organes, sa langue, etc. Donc un certain raffinement, si vous voulez. Et vous allez voir qu'on va revenir sur ces questions-là. Dernier petit point avant ma deuxième partie. Un peu de théorie quand même, maintenant qu'on a vu quelques exemples. Qu'est-ce que c'est que le lait? Il faut distinguer deux choses importantes, même s'il y a des mélanges. La première chose, c'est le lait en soi. Il y a des choses qui sont senties, à tort ou à raison, comme laides en elles-mêmes. Par exemple, le dindon, comme on l'a vu, voilà, il est laid en soi. Comme le serpent, parmi les animaux, mais on peut prendre aussi des exemples d'objets. Par exemple, un nain de jardin. Un nain de jardin, c'est laid en soi. Un cadavre, aussi dans les objets inanimés, c'est laid en soi. Un exemple artificiel, un portail en plastique de chez La Paire, parce que moi j'ai changé mon plastique il n'y a pas longtemps, donc j'ai regardé le catalogue La Paire, il n'y en a pas un de beau, c'est toujours laid, un portail en plastique. Donc il y a des choses qui sont senties comme sans rapport avec un quelconque étalon du beau. Il n'y aurait pas de beau serpent, il n'y aurait pas de beau dindon, il n'y aurait pas de beau nain de jardin ou il n'y aurait pas de beau portail en plastique. Donc ça fonde la catégorie du lait en soi. Et puis, il faut distinguer, à côté de cette première catégorie, la catégorie du lait comme défaut de beau, comme un beau raté, comme un beau cassé. C'est le vase brisé, l'exemple du vase brisé. C'était un vase qui était beau et qui devient laid à partir du moment où il est tombé par terre. Un homme nain est pensé comme un homme grand qui a ce défaut de ne pas avoir grandi. Un homme bossu, c'est un homme droit qui est laid parce que il n'a pas son corps ne se redresse pas. Une figure à qui il manque des dents, elle est perçue comme laide par ce défaut justement de dents qui formerait l'harmonie. Une tenue criarde, eh bien, elle est pensée là aussi encore comme un accoutrement raté pour atteindre la beauté que l'on attend, une question donc d'équilibre. Donc tout ça, c'est le lait formel. C'est un lait qui est un beau raté, en quelque sorte. Donc si vous faites un dessin et puis que vous faites une grosse rayure dessus, votre dessin, il est laid parce que vous avez raté le beau qui était contenu en lui. Et donc, voilà. Donc ça renvoie ça à ce que j'ai déjà dit, par exemple, du paysage, de la plage, par exemple, sur lesquels arrivent des déchets plastiques. C'est laid parce que sa capacité à être belle est entamée par les sacs plastiques. Exemple rigolo, la photo ratée, ce qu'on connaît tous. Vous avez mis votre doigt sur l'écran et la belle photo, voilà, elle est ressortie au lait formel parce que vous avez mis le doigt sur l'objectif. Ou parce que vous avez coupé les pieds de du portrait, de la personne que vous photographiez. Donc en art, on va distinguer l'œuvre laide car ratée, ça c'est important, donc qui va appartenir au lait formel, si vous avez bien compris, et sur laquelle on porte un jugement négatif. Et puis l'œuvre qui va prendre pour sujet le lait, et qui elle peut être très belle. Comme le kintsugi, le vase qui est rehaussé par ces dorures. Et donc ça, c'est le lait dans l'art, mais c'est pas l'art lait. Vous voyez, donc il y a une nuance là qui peut être importante à comprendre. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, il me semble qu'il y a aussi des mélanges possibles entre le lait formel et le lait en soi. Il me semble que le dindon même, qui était l'exemple que je donnais de l'animal lait en soi, il est aussi perçu comme lait par nous parce qu'on le perçoit comme oiseau raté. Et qu'on a derrière l'image du dindon, on a l'image du beau coq ou du beau faisan qui aurait été recouvert de couleurs disgracieuses, sur lesquelles on aurait rajouté des choses qui pendent dégoûtantes. Donc le paon, si vous voulez, ou le faisan avec la belle couleur, voilà, ce sont les exemples de beaux que le dindon raterait en tant qu'animal. Comme s'il avait été, donc on lui avait rajouté des choses étrangères, disgracieuses, en trop. Mais comme s'il y avait un animal plus beau, plus pur, en dessous, qui serait caché derrière un masque.
Mais alors, passons donc à la deuxième partie. Si le lait est donc humain, propre à la perception des hommes, donc qu'il soit défaut de beau ou perception de lait en soi, sur quoi se construit cette perception? Donc nous rentrons dans l'analyse avec cette deuxième partie qui aborde la question de la construction sociale ou anthropologique du lait. Et là, je vais continuer à faire un peu de théorie, il en faut bien, très rapidement. En fait, on s'aperçoit qu'il y a deux sortes de laideur. Il y a une laideur anthropologique qui réunit tous les hommes, sans doute, c'est une hypothèse, mais elle me semble valable. Pardon ? Et toutes les femmes. Et toutes les femmes, oui. C'est ce qui repousse ou ce qui dégoûte universellement, comme disait Kant. Hein. Donc pensez au dindon ou au cadavre, à mon avis, voilà. Car il rappelle des choses qui font horreur à tous les hommes et toutes les femmes. La mort, la viande, la pourriture, le processus de dégradation du vivant. C'est ce que je reprendrai en troisième partie, qui sera l'abject. Et puis il y a une autre forme de laideur, qui est, elle, culturelle. C'est-à-dire qui ne s'applique pas à tous les hommes et les femmes indifféremment, mais aux hommes et les femmes d'une culture particulière. Autrement dit, la laideur culturelle, c'est ce qu'une société va construire comme lait et va donc juger négativement. Alors c'est dans ce cadre-là que le lait est plus naturellement en opposition avec un beau. Et là, les critères de ce beau comme de ce lait, ils vont être évidemment fluctuants selon les sociétés, selon les époques. Et ils vont être en lien avec le désir et avec ce qu'une société construit comme désirable. Et ça va nous amener à l'idée qu'il y a une aristocratie du goût. Que ces critères du beau et du lait qui s'appliquent à une société, ils ne viennent pas de nulle part, mais que c'est une partie de la population qui les construit pour l'ensemble. Alors au niveau collectif, on va facilement le comprendre, le lait va avec le sale, l'indigent, l'indistinct, donc ce qui est encore une fois sans forme, ce qui ne se distingue pas de la masse grouillante de ses semblables, et qui, de cette manière, va être inquiétant. Et ainsi va se comprendre toute une histoire du dégoût du peuple, par exemple, par les classes dirigeantes, hein, dégoût des pauvres, des ouvriers sales, des paysans crasseux, hein, dégoût des malades, dégoût des étrangers aussi. Hein. Pensez comment le racisme se construit sur des stéréotypes de laideur. Et en fait, ce lait collectif, il va frapper tous les marginalisés socialement. Son lait, les vieux, les pauvres, les fous, tous ceux qui ne sont pas au centre de la société et de son dynamisme. Au niveau individuel, on peut dire que l'homme laid ou la femme laide sont victimes de ce qu'on peut appeler, enfin ce que Kant appelait la tyrannie du moyen. C'est-à-dire que c'est la moyenne qui l'emporte et qui désigne ce qui fait un bel homme ou une belle femme. L'homme laid ou la femme laide s'en écarte par le fait qu'ils sont trop grands ou trop petits, trop gros ou trop maigres, trop pâles ou trop basanés. Et donc ils sont en quelque sorte inadaptés par rapport au centre moyen qui permet justement cette plasticité. Le moyen, il s'adapte à tout, si vous voulez. En revanche, voilà, la femme laide, par exemple, elle est représentée comment? Ben, elle est vieille, elle est soit trop grosse, soit trop maigre, je le disais, elle est sale, elle est édentée, elle est difforme, ou en tout cas mal proportionnée. Et en fait, ce sont des critères qui désignent quoi? Ben, qui désignent une inutilité sociale. Pour une société qui n'est pas n'importe laquelle, qui est la nôtre, qui met en avant l'idéal de dynamisme, de fécondité, de plasticité, autrement dit, qui érige comme canon de la beauté la jeune fille. Et donc,
que reflètent ces canons de la laideur pour nous? Eh bien, ça reflète les valeurs d'une société. Et pour nous, c'est la sorcière, qui est le condensé de toutes les laideurs possibles. Alors la laideur de la sorcière, vous voyez, hein, c'est une vieille femme, elle est méchante, elle est sale, hein, elle est pauvre, elle est habillée en guenilles, et, peut-être pire que tout, elle a un pouvoir magique, autrement dit, elle triche dans la société. La sorcière est antisociale. Elle représente une menace pour l'ordre des choses. En revanche, la belle femme, à l'inverse, c'est une femme qui n'a pas d'activité productive. C'est celle qui ne va pas se salir les mains en travaillant dans les usines ou dans les champs. La belle femme, c'est une femme oisive. C'est une femme qui est en attente évidemment du désir de l'homme. Hein. On l'a représentée pendant très longtemps, allongée sur un canapé. Comme ici, vous avez l'Olympia de Manet. Donc voilà, la belle femme par opposition. Vous voyez, c'est une femme qui n'est pas une travailleuse, c'est pas quelqu'un qui se salit les mains, encore une fois. Elle est ronde, elle est blanche, elle est souriante, voyez. Et donc là, c'est une des représentations, mais vous prenez n'importe quelle publicité de voiture et vous allez la voir, cette image de la beauté féminine. Alors évidemment, cette beauté, elle est périssable, et dans notre société, c'est la jeune fille, c'est parce que, évidemment, la beauté disparaît avec l'âge, et que la vraie nature des choses, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la laideur. La belle femme, comme la rose, fane, et donc est condamnée, comme la beauté, qui serait toujours superficielle et trompeuse. La laideur, elle, serait plus profonde et donc plus réelle. Et on a là tout le soubassement chrétien de notre culture qui veut que la beauté des femmes soit finalement donc uniquement de la tromperie. Et je vous cite parmi les innombrables possibilités de citations misogynes qu'on pourrait trouver, cette phrase de Odon, abbé de Cluny au Xe siècle, qui va dire la chose suivante: la beauté physique des femmes ne va pas au-delà de la peau. Si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vue des femmes leur soulèverait le cœur. Alors que nous ne pouvons pas toucher du doigt un crachat ou de la crotte, comment pouvons-nous désirer embrasser ce sac de fiente? Voilà, vous avez un exemple très, très beau de la condamnation chrétienne du corps, condamnation chrétienne de la chair, condamnation de la beauté en général, comme donc illusion. Parce que évidemment, dans la conception chrétienne des choses, le corps, par nature, il est laid, et il est laid parce qu'il est putrescible, parce qu'il est soumis à la dégradation et qui va redevenir poussière, comme on dit. Et donc, le destin du corps, il est sale. Et donc, exemple de laideur, un masculin et un féminin, l'écorché, voilà. C'est l'homme dont on a enlevé la peau. Vous voyez, si on voyait sous la peau, on verrait quoi? Nous dit Odon, eh bien, on verrait ça. C'est ce que vous trouvez dans les amphithéâtres de médecine. Autrement dit, un homme, voilà, dont apparaissent les muscles. Et là, on est très proche du dindon de tout à l'heure. Il y a quelque chose de laid dans cette représentation de l'homme qui rapproche de la chair à vif du dindon tout à l'heure. Et vous avez à droite cette représentation extrêmement ambiguë, là aussi, qui sert dans les amphithéâtres de médecine donc c'est une invention tardive, vous voyez, une femme dont on ouvre le ventre pour pouvoir travailler sur la constitution anatomique, sur les organes, et vous pouvez enlever, comme les jeux de Lego, là, vous enlevez les différents organes les uns après les autres, puis vous pouvez les remettre dedans. Et voilà. Et donc là, il y a quelque chose de profondément ambigu entre la beauté de cette femme et la laideur de ce corps éventré. Ça s'appelle une Vénus anatomique, puisque ça sert aux études d'anatomie. Et donc voilà, la conception chrétienne du corps, qui rejette le réel corporel dans la laideur pour réserver la beauté à l'âme, à tout ce qui est de l'ordre du spirituel, puisque l'âme, elle est éternelle. Si le corps, lui, disparaît, l'âme, elle est censée être immuable. Et de fait, voilà, j'en reviens à quelque chose qu'on a vu dès le départ, la laideur physique, elle est aussi souvent pensée comme traduisant la laideur morale. Ce qui se voit à l'extérieur, c'est
ce qui est écrit sur le visage, si vous voulez, ce sont les sentiments intérieurs. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le visage des laits? Eh bien, on lit le péché, on lit les traits négatifs du caractère. Le lait du corps signale l'âme mauvaise. Raison pour laquelle, sans doute, pendant très longtemps, on s'est moqué des difformités physiques. On se moquait, il n'y a encore pas si longtemps que ça, du bossu, de celui qui avait une jambe plus courte que l'autre et qui boitait, le boiteux. Hein. On retrouve encore ça dans des textes jusqu'au début du XXe siècle. Hein. Et finalement, le parangon de la laideur qui rassemble tout ça, c'est Quasimodo, le personnage de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, popularisé aujourd'hui par Disney. Alors là, vous avez Anthony Quinn, hein, donc l'acteur américain qui joue dans Notre-Dame de Paris. Alors Quasimodo, voilà, c'est à la fois l'infirme, le bossu, vous voyez, il a un œil à moitié crevé, il a une grosse tête, des dents qui lui manquent, etc. Et donc tout ça pour dire que la laideur dévalorise l'homme à tout niveau, aussi bien au niveau physique qu'au niveau des traits de caractère qu'on lui prête. Cependant, il n'est pas inintéressant de noter que toute société construit en réaction aussi elle sauve quelques exemples de laideur qui lui paraissent particulièrement intéressants. Et donc, toute société valorise des laideurs qui ont réussi et qui sont célébrés malgré leur laideur. Si vous voulez, il y a toujours une inversion, pour certains, évidemment, une infime minorité, un renversement du stigmate. Alors, par exemple, c'est, dans l'Antiquité grecque, le personnage laid par excellence, c'est Socrate. Socrate, le grand philosophe fondateur de la philosophie occidentale, il est connu pour avoir été très laid. Mais c'est évidemment quelqu'un de qui a été le philosophe, quelqu'un donc de très intelligent et qui compensait sa laideur physique par ses qualités intellectuelles. Et il n'y a pas si longtemps, hein, la photo de droite, c'est Jean-Paul Sartre, le philosophe français Jean-Paul Sartre, il était aussi connu pour sa laideur, mais voilà, elle était en quelque sorte sauvée, rédimée par ses facultés mentales. Et donc on trouve de multiples histoires comme ça dans toutes les sociétés, des renversements de laideur en beauté. Très simplement, c'est le schème classique de la grenouille prince charmant. Et la grenouille, elle est transformée, cet amphibien dégoûtant, hein, plein de pustules, il est transformé dans le beau jeune homme par le miracle de l'amour, hein, le baiser que va lui donner la princesse. Et donc tout ça, ça construit évidemment de multiples scènes de notre imaginaire collectif, aussi bien dans les contes traditionnels, La Belle et la Bête, Peau d'âne, hein, ces laideurs qui se transforment en beauté, ou dans des films plus contemporains, je donne quelques exemples, Michel Blanc dans Je vous trouve très beau, d'Isabelle Mergo, ou Vilaine, où là c'est une femme, dans le film de Bénesse et Mauduit, et vous en trouverez de nombreux autres exemples. Voilà, c'est un espèce de topos de nos sociétés, voilà, la possibilité de renverser quelques exemples de laideur importante en beauté, par le cœur en particulier. Hein, c'est le beau intérieur, cette fois-ci, qui triomphe d'un physique laid. Ou alors, quand il ne triomphe pas, c'est intéressant de voir que c'est par le devenir méchant que l'héroïne laide, par exemple, de Vilaine, se transforme en un personnage intéressant, qui va pouvoir jouir de sa vengeance, parce qu'elle va trouver l'énergie de se battre et devenir une héroïne positive, parce qu'elle se révolte contre la laideur qui la sépare des autres dans ce monde. Et vous remarquerez que tous ces exemples de transformation de laideur en beauté sont des exemples de comédie. Là, j'ai cité plusieurs films, ce sont tous des comédies. Ce qui m'amène au point suivant, le lien, là aussi immémorial, entre laideur et comique, entre laideur et risible. Alors on sait que, en tout cas depuis Henri Bergson et son travail sur le rire, que celui-ci sanctionne les petites déviances. Et la déviance esthétique, c'est aussi par le rire qu'on va se permettre soit de la corriger, soit de l'accepter. Le rire a une fonction sociale, il permet de mettre à distance en faisant honte, mais aussi de récupérer donc celui dont on se moque pour le réinsérer dans le groupe à partir du moment où il prend conscience de sa laideur et qu'il va essayer justement de la transformer, hein, ou de la dépasser. Et donc la comédie, naturellement, c'est le lieu du lait.
c'est là où on va se moquer des petits défauts des hommes, hein, de l'avarice, de la cupidité, chez Molière, hein, de la goinfrerie, de la bêtise, de la maladresse. Voilà, les comédies sont peuplées de personnages laids, de héros laids, évidemment. La laideur physique est associée au personnage comique du valet ou du vieil avare. Et par extension, dans la théorie des genres d'Aristote, la comédie, c'est vraiment le genre des sujets laids et des personnages laids, par opposition à la tragédie qui, elle, s'occupe des sujets importants et des personnages nobles. Donc des affaires d'État, d'empereurs, etc. Le laid reste du domaine de la comédie. La laideur perturbe. Alors je parlais de la construction la construction sociale de la laideur. Oui, pourquoi? Parce que la laideur, elle perturbe le jeu des conventions sociales. Elle va menacer, elle est perçue comme une menace par le corps social qui doit l'écarter, notamment donc par le rire. Donc on va battre le personnage par des coups de bâton, on va essayer on va le ridiculiser. Mais par contraste, intéressant de noter également que afficher sa laideur, ça peut être un geste antisocial, un geste de révolte contre la société. La laideur peut être retournée de manière à devenir une arme de contestation, de révolte. Et j'ai là derrière l'idée des groupes de punk, par exemple, qui au cœur des villes vont afficher une laideur qui est en fait une façon de renvoyer la laideur de la société à travers, enfin d'incarner en quelque sorte la laideur de la société et la renvoyer au visage du monde bourgeois, en quelque sorte. Exemple de punk. Donc afficher sa laideur, hein, c'est une façon de s'opposer à la société. On va refléter, je disais, la laideur du monde. La crête mine l'éclatement de la tête, hein, comme avec une grenade qui ferait exploser celle-ci, hein, l'éclatement du crâne. La couleur rouge sang ou verte, hein, va rappeler donc le sang ou la pourriture de la chair. Les cheveux rasés vont signaler l'abjection. Hein, c'est un signe qu'on a des poux, ou qu'on est malade. Et c'est une marque d'infamie que de raser les cheveux. Les vêtements déchirés vont rappeler la pauvreté. Et évidemment, les animaux qui accompagnent les punks, aussi bien les chiens que les rats, montrent des compagnonnages ignobles. Donc tous ces stigmates négatifs, pour parler comme le sociologue Erving Goffman, sont retournés ici en positif pour recréer un groupe rebelle autour d'autres valeurs que celles de la société. Former une communauté différente par la laideur, par un style musical, par un mode de vie, avec éventuellement de la bière et de la drogue. Un style vestimentaire et des valeurs politiques, la révolte, le nihilisme. Donc dans ce cas, on voit que la laideur, elle est récupérée pour devenir un marqueur social qui sert à la fois à se reconnaître au sein de cette communauté et en même temps afficher un cri de révolte contre l'ordre établi. Dans le même genre d'idée, peut-être plus visible aujourd'hui, les gothiques affichent alors peut-être moins la révolte que un lien clair avec une esthétique de la laideur, avec un goût morbide. Ils vont chérir ce qui est répugnant pour le reste de la société. Et dans ce sens, ils sont simplement les héritiers de Baudelaire et de ce qu'il avait appelé à l'époque le goût du bizarre. D'où le visage blafard qui rappelle évidemment le cadavre, les lieux d'épouvante, le goût pour les cimetières, les châteaux en ruine, les maisons abandonnées, hein, autant de signes de laideur qu'affectionne le mouvement gothique. Alors je vais essayer d'aller vite Alors, à l'opposé de la comédie, puisque j'ai parlé de la comédie, il y a le film d'horreur aussi qui va récupérer une partie de la laideur avec, alors là je prends des exemples, je me suis aperçu, ce sont très années 80 mes exemples, c'est la laideur de mon époque. Freddy ou les Griffes de la nuit comment il s'appelait, de Wes Craven en 84, voilà, exemple du personnage horrible
dont on voit le visage grêlé, ridé, découpé. Et autre exemple de laideur, la laideur de Elephant Man, dans le film de David Lynch de 1980. Voilà. Laideur qui, vous remarquerez, est presque plus forte dans le visage masqué que dans le visage difforme du personnage. On a là évidemment avec Elephant Man un mélange humain-animal qui inquiète, hein, qui fait peur, une hybridité dégoûtante qui nous fait horreur parce qu'elle tranche avec le caractère divin de la nature, de la face humaine, si vous voulez, le caractère parfait normalement de l'homme. Et donc, ce sont des personnages inquiétants dans le film d'horreur qui menacent la société toujours. Hein, l'homme monstrueux s'écarte de ses semblables et surtout il met en péril l'ordre social. Hein, il menace toujours d'envahir. Il y a vraiment cette chose qui revient avec la laideur, elle surgit en quelque sorte. Hein, elle surgit dans le quotidien, elle surgit dans un monde pour le pourrir en quelque sorte. Et donc elle nous tire vers l'abject qui est donc le sujet de ma troisième et dernière partie. Donc, il existe un lait extrême vers lequel tendent ces films d'horreur. Hein, on n'est plus du côté du lait risible de la comédie, hein, on est dans un lait qu'on ne peut pas laisser passer, un lait qui nous traumatise, en quelque sorte. Donc c'est l'horrible, le lait hyperbolique. C'est le degré extrême du lait hein, qui rejoint l'immonde, l'abject, et donc auquel on ne réagit pas simplement par une gêne, par un déplaisir, ou par un rire, parce que tout ça c'est un lait qui peut être corrigé. Là, celui-ci ne peut pas être corrigé. Et pourquoi? Parce que ce lait-là, il est véritablement agressif. C'est un lait destructeur. Il met véritablement en péril l'ensemble de l'ordre du monde. C'est l'étymologie d'ailleurs de immonde. Immonde, ça signifie ce qui s'oppose au monde, ce qui est contre le monde, ce qui ne fait pas monde, mais ce qui le nie et ce qui le détruit. L'abject, c'est étymologiquement encore ce que je rejette loin de moi. Donc, tout ça pour dire que ce lait extrême, il provoque une autre sorte de réaction que la gêne ou le déplaisir, une réaction beaucoup plus violente, beaucoup plus viscérale, beaucoup plus radicale. Devant l'horrible, le regard se détourne, le corps se rebelle, hein, on est pris de vertige, on a des hauts le cœur, voyez, on se sent malade, éventuellement on vomit ou on s'évanouit. Donc le corps réagit, si vous voulez, et non l'esprit ou les yeux seulement. On a une réaction organique qui prend place et qui échappe donc à la saisie paisible du lait. L'horrible, comme l'expression le dit bien, il soulève le cœur. Hein, donc il y a une action directe sur l'organique. Qu'est-ce qui va occasionner une telle répulsion? Qu'est-ce qui m'agresse si profondément que je sois obligé de me défendre si violemment, que mon corps se défende malgré moi, en quelque sorte? Eh bien, on en a vu déjà plusieurs exemples. Ce sont ces visions insoutenables, qui sont la vision de la chair humaine, des cadavres, les corps amaigris des camps de concentration, les scènes de guerre avec des blessures ouvertes, les bras arrachés, les corps sans tête, etc. Alors, je voudrais vous présenter un petit extrait. Alors, c'est vraiment laid, hein, mais c'est issu du film de Salvador Dali et Luis Buñuel, Un chien andalou. C'est la scène de l'œil. Donc ce sont des scènes violentes parce que l'humain est attaqué, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, il est attaqué dans son intégrité. Le découpage de l'homme, ce qui le coupe en morceaux, c'est ce qui attaque son identité, c'est ce qui attaque sa dignité. Et donc nous réagissons très violemment à ça, parce que l'homme,
dans ses découpages, il est réduit à de la viande, hein, à des objets, à des animaux, à des choses, ou à rien, finalement, à de l'indéfinissable. Ce qui n'est plus, voilà, est abject, ce qui n'est plus identifiable, ce qui n'a plus forme d'humain, ce qui n'a plus d'existence individuelle. Et donc, l'extrême laid, c'est l'autre avec un grand A, c'est l'autre absolu. Et ça prend encore une fois dans les années 80 la forme de l'alien, hein, l'extraterrestre de Ridley Scott, voilà, qui est la condensation de cet autre qui m'agresse. Donc encore une fois, dans l'alien et dans toute la conception de la laideur des extraterrestres, il y a l'idée que cette horreur, elle est invasive. Hein, elle va contester, elle va attaquer les sociétés humaines, et elle va, et par invasion, par débordement, elle s'écoule, elle s'infiltre dans les sociétés humaines de manière rampante. Hein. Y a un film sur le blob, par exemple, cet animal informel proche du champignon qui envahit à partir d'un point qui grignote l'univers. Voilà, c'est ça la peur de l'horrible. C'est une menace identitaire contre l'homme par son indéfinition même. Le fait qu'on ne puisse pas nommer ce qui est là derrière cette laideur, que la laideur fasse écran, en quelque sorte, et empêche la reconnaissance de ce qui nous attaque. Donc le difforme, l'informe, le protéiforme, c'est tout ce qui s'attaque à la forme claire et à la forme fixe, stable, qui permet la saisie et donc la beauté. Un autre exemple, ça je vais passer, un autre exemple de film d'horreur des années 80, voilà, la gémellité est perçue aussi comme une forme d'horreur parce qu'elle nie l'individualité. Elle diffracte l'individu en deux, ou on pourrait montrer aussi une foule, mais voilà, nous perdons l'identité dans la gémellité, et tout cela nous inquiète, et nous perturbe, et nous le repoussons. Et je voudrais terminer, alors peut-être je vais essayer de montrer, même si l'image elle n'est pas bonne, alors si, ouais, je montre l'horreur chez Francis Bacon, c'est l'effacement justement de cette identité à travers un visage devenu non reconnaissable par l'effacement de certaines de ses parties. Voyez. Et Gilles Deleuze écrivait que chez Francis Bacon, le visage disparaît, la face disparaît au profit de la tête. Il n'y a plus que des têtes. Et une tête, c'est un homme sans individualité, un homme qu'on ne reconnaît plus. Et c'est ça qui donne envie de vomir, si vous voulez. Et le dernier exemple, alors, même si l'image n'est pas bonne, c'est, pour ma conclusion, sur le fait que le rôle de l'art, c'est aussi de travailler cette laideur. Le laid extrême ou insupportable, si vous voulez, c'est ma conclusion, c'est toujours un défi pour l'homme. Le laid teste ma résistance au mouvement de la mort qui emporte toute chose, qui va dénaturer, qui va détruire les choses. Et la laideur teste aussi mon obéissance aux normes de la société, comme on l'a vu, qui va fixer le beau. Donc ma capacité à faire société avec ce qui s'en écarte. Mais cette laideur, elle existe toujours en tension avec un beau, et c'est précisément où l'art peut intervenir, et dans cette tension fertile entre beauté et laideur. Donc je vais vous montrer un dernier exemple d'une compagnie de danse qui fait du cinéma, qui filme donc les représentations de danse, qui s'appelle Deviate. Donc c'est du théâtre filmé, de la danse filmée, et qui va présenter un jeu avec quelque chose qui est là encore insoutenable. J'avais gardé les pires exemples pour la fin. Le handicap d'un homme diminué, puisque vous allez voir c'est un homme tronc, qui va être incorporé dans un ballet. Donc c'est une scène qui est à la fois atroce par la cruauté qui est mise en scène, ce placarder, l'incapacité de l'infirme avec la capacité de la danseuse, mais en même temps vous allez voir comment le travail chorégraphique précisément arrive à faire oublier la laideur pour entrer dans une forme de sublime qui fait qu'on est au-delà de laideur et de beauté dans véritablement un travail qui parvient à dépasser le sentiment esthétique.
Donc l'image n'est pas très bonne malheureusement, vous le regarderez peut-être. Voilà, ça s'appelle The Cost of Living, donc c'est une pièce de 2004. Voilà, donc c'est une scène qui montre ce ballet avec quelqu'un qui est incapable de danser a priori puisqu'il n'a pas de jambes, hein, et quelqu'un qui représente la beauté et la grâce par excellence, à savoir la danseuse. Et le choc entre ces deux êtres va finalement être dépassé dans un ballet qui arrive à se construire malgré le handicap de la personne, malgré le caractère repoussant de cette confrontation. La scène produit quelque chose d'assez miraculeux, d'assez merveilleux, qui est le fait que cet homme peut danser et peut produire des gestes de beauté en travaillant avec cette partenaire. Donc c'est une scène qui est extrêmement émouvante. Je vous invite à regarder l'ensemble de ce petit film, qui s'appelle donc encore une fois The Cost of Living, le coût de la vie, par la compagnie Deviate, pour voir quelque chose de meilleure qualité et qui vous parlera plus. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi, pour cette très belle conférence. Je passe la parole à la salle pour les questions. Oui, madame. J'avais une question. Est-ce que le lait est seulement visuel? Est-ce que, par exemple, un son ou une odeur peut être considéré comme lait? Oui, c'est une très bonne question. Je pensais l'aborder à un moment, mais peut-être que ça fait partie des choses que j'ai sautées pour gagner du temps. Mais en fait, c'est tout un ensemble de perceptions. Par exemple, allez, revenons à la sorcière. Il est évident qu'elle est associée à des mauvaises odeurs, à la crasse. Ses vêtements déguenillés donc font immédiatement surgir dans notre imaginaire d'autres dimensions du lait qui sont un lait olfactif ou un lait sonore. Sa voix, elle est criarde. Hein. La sorcière, elle parle avec une voix désagréable. Donc en effet, le lait, c'est pas... Si j'ai donné là essentiellement des exemples visuels, il faudrait l'étendre à toutes les dimensions de la perception, donc aux 5 sens, en fait, en vérité. Mais généralement, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire il suffit d'avoir une perception laide par un sens pour que immédiatement
il y a une espèce de contamination. Ça, c'est encore une des vérités du lait, c'est que le lait contamine. Hein. Il surgit et il contamine. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la perception qui va être contaminée par le lait, et donc pas uniquement visuellement, mais on va rajouter du lait, en quelque sorte, où le lait va se compléter, s'accomplir aussi dans les sons, dans le goût, dans les odeurs, pour fabriquer une espèce de perception générale, effectivement. Ouais, vous avez tout à fait raison de faire cette remarque. Alors évidemment, c'est plus difficile à montrer à l'écran. J'aurais pu vous balancer des boules puantes et on aurait pu réfléchir sur l'odeur de l'œuf pourri. Oui. Oui, j'ai une question par rapport au fait que... Bien fort comme ça, votre camarade vous entend. Vous avez dit que ce qu'on trouvait laid, c'était des choses qui nous rappelaient la mort, la chair, etc. Du coup, je vois pourquoi visuellement ou d'un point de vue odeur, on trouve ça laid, mais d'un point de vue son, j'ai du mal à comprendre pourquoi on trouve ça laid. Qu'est-ce que ça nous rappelle en soi qui est laid à l'oreille? Ah, ça c'est une question passionnante, mais là il faudrait vraiment être musicologue pour répondre un peu précisément à cette question-là. Mais il y a toujours eu dans l'histoire des sensibilités, il y a toujours eu des sons qui sont apparus comme lait. C'est de la même manière que visuellement vous reconnaissez immédiatement du lait, immédiatement si je fais ça, ça vous agresse. Vous sentez là qu'il y a un... Ah, je suis désolé. Il y a un lait sonore qu'on perçoit de la même manière. Et les musicologues savent très bien qu'il y a, depuis l'Antiquité, il y a des traités qui parlent de ça. Il y a des accords, par exemple, qui sont jugés dissonants. Et qui, comme tout lait, peuvent être récupérés. Par exemple, la musique moderne va récupérer ces accords dissonants pour les transformer en une musique, évidemment, qui s'écarte, qui va jouer avec les codes du beau et du lait. Mais, alors moi je ne sais pas vous le préciser exactement, mais il y a par exemple un accord qui porte même le nom de diabolique, qui est l'objet de traités depuis l'Antiquité. Donc il y a des séries de tierces, je crois, enfin je ne suis pas spécialiste, qui construisent des sonorités qui donc sont associées au diable, depuis le début de l'ère chrétienne en tout cas. Et c'est des choses dont les musiciens, par exemple, se resservent. On sait que Jimi Hendrix, par exemple, dans Purple Haze, qui est un morceau, là aussi, qui traite du diabolique, hein, il va reprendre ces tonalités-là, dissonantes, qui renvoient à quelque chose de désagréable. Et dans les films d'horreur, par exemple, là, vous savez très bien aussi reconnaître qu'il y a certaines musiques qui accompagnent des scènes violentes, qui sont des scènes qui vous mettent mal à l'aise, et qui vont mettre mal à l'aise par le son aussi. Donc, voilà, pour répondre à votre question, il y a aussi cette existence de lait dans la musique. Et là, je ne veux pas dire de conneries, mais on voit aussi bien la différence entre le culturel et j'imagine qu'il y a un culturel et un lait en soi. Il y a des bruits, des sons qui vont paraître peut-être universellement laids, mais en revanche pour les harmonies, ça varie énormément d'une culture à l'autre. Tu vois, sur les gammes et tout ça, là, les trucs que nous on trouverait, il y a des gammes d'autres. Asiatiques, enfin, d'autres continents qui nous paraissent étranges parce qu'on ne les connaît pas, quoi. Moi, j'ai une question, mais je vais d'abord laisser. Oui, mesdames. Est-ce qu'on peut avoir peur du beau comme on a peur du laid? C'est que des questions intéressantes. Vous êtes bien réveillés, c'est chouette. Est-ce qu'on peut avoir peur du beau autant que du lait? Mais en fait, tout dépend de la définition du beau et de son rapport à ce beau-là. Parce que là, ça demande une autre conférence. Parce que qu'est-ce que le beau, si vous voulez et alors, là, c'est pareil. Est-ce que je donne une réponse subjective ou est-ce qu'il peut y avoir une réponse collective? Par exemple, moi, mais c'est évidemment culturel et lié à mon ethos, etc. Mais par exemple, la représentation, puisque j'ai donné cet exemple tout à l'heure, la représentation d'une belle femme sur une photo de voiture m'agace, m'irrite et me heurte. Je trouve ça affreux, quoi. Pour vendre une Mercedes, qu'il faille mettre un corps féminin, c'est un truc, mais c'est monstrueux, quoi. Donc, cette laideur-là, vous voyez, selon comment elle est employée, elle peut provoquer des réactions de rejet aussi. Cette beauté-là, t'as dit cette laideur. Ouais, ben voilà, mais donc ça se retourne. Mais je ne sais pas si c'est ça que vous voulez me faire dire. Après, il y a une beauté.
il y a une beauté qui ne peut pas se regarder. Il y a une beauté qui est tellement haute aussi qu'elle provoque un détournement du regard aussi. Il y a une formule comme ça du moraliste français La Rochefoucauld, dans ses Maximes, qui dit « Le soleil comme la mort ne se peuvent regarder fixement ». Autrement dit, l'extrême beau, qui serait pour nous le soleil, voilà, on ne peut pas le regarder parce qu'il nous brûle. Et donc, après quelques secondes, on est obligé de regarder ailleurs si on ne veut pas souffrir. Donc, au moins dans l'imaginaire, il est un beau tellement beau qu'on ne peut pas le regarder. En tout cas, on ne peut pas le fixer. On ne peut pas le contempler paisiblement. Et en ce sens-là, il rejoint le lait. C'est là où le soleil comme la mort ne se peuvent regarder fixement. Il y a quelque chose de... L'horreur de la mort, elle est telle que c'est un concept que je ne peux pas tranquillement contempler. Donc, au moins dans les imaginaires, ça serait ma réponse, il y a un beau tel qu'il est inregardable. Oui. C'est une autre question, c'est surtout sur la cinématographie d'horreur, parce que notamment pour le film L'Alien de Ridley Scott, on sait que l'alien vient de l'humain, donc c'est une peur de l'exacerbation qui vient de l'humain. Mais on a aussi une laideur qui vient de l'aspect psychologique, que ce soit d'un personnage beau ou au contraire laid. On a peur justement de la psychologie, notamment dans Shining, c'est la peur de la psychologie du père qui devient fou. Mais justement, comment est-ce qu'on peut décrire par convention la laideur psychologique de quelqu'un ? Mais je crois que là, il n'y a pas besoin de faire des catégories entre psychologique ou pas psychologique. La laideur, j'ai essayé de le montrer par plusieurs exemples, c'est quelque chose qui agresse. C'est quelque chose qui remet en question, qui menace l'ordre social et même l'ordre individuel. Finalement, ça laisserait penser que même, tout lait serait une menace donc de me perturber. C'est-à-dire que psychologiquement, j'ai un monde, je construis mon monde, et évidemment, je le construis de manière stable, de manière à pouvoir m'y mouvoir agréablement en éliminant toutes les agressions. Le lait va me perturber cette espèce de stabilité de mon monde intérieur ou de notre monde collectif social en faisant des poches des poches qui contreviennent à cette harmonie d'ensemble. Et donc là, psychologiquement, tout lait m'agresse. La recherche de la laideur n'est pas quelque chose de naturel en quelque sorte. C'est un peu comme pour les punks, c'est toujours une réaction à, si vous voulez. Mais assez universellement, de la manière que je fuis la douleur, je fuis le lait qui est une douleur. Donc qu'elle soit psychologique, qu'elle soit uniquement visuelle si ça a un sens, c'est toujours de l'ordre de l'agression. Voyez ? Donc la façon dont mon cerveau fonctionne et dont et dont il fonctionne pour me permettre de vivre dans mon environnement, naturellement, il met la laideur de côté. Et chaque fois que la laideur, elle arrive à intervenir dans mon monde, elle est une agression contre laquelle je dois lutter, parce que si je lutte pas, eh ben, je vais dans la dépression, vous voyez, elle m'emmène, elle contamine. Il y a vraiment aussi une liaison, j'ai peut-être pas assez insisté dessus, entre laideur et épidémiologie. Ce qui craint, j'allais dire, dans la laideur, on peut parler comme ça, ce qu'on craint dans la laideur, c'est la contamination qu'elle est capable de porter. Et si elle gagnait, c'est encore une fois la peur du blob, c'est cette espèce d'inconnu qui envahit le monde, qui s'étend et qui transforme tout en lait. Vous voyez ? Encore une question ? Oui, madame. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de parvenir à développer une insensibilité parfaite face au beau comme au lait, et une personne qui parvient à développer cette insensibilité, est-ce qu'elle ne serait pas considérée comme un être anormal ? Alors oui, c'est une réflexion intéressante que vous proposez encore une fois.
ce serait quelqu'un d'asocial, précisément. Et donc ce serait quelqu'un qui en viendrait assez vite à être considéré comme dangereux et dont on se méfierait et qu'éventuellement on trouverait laid. Pour revenir à la psychologie, sachant que je ne suis pas psychologue, hein, donc je vous fais de la psychologie à 2 francs 50, mais il est évident que ce sont des mécanismes de défense qui sont tout à fait nécessaires pour survivre dans le monde. Si vous êtes agressé, regardez, on est en pleine période de guerre en Ukraine, on voit des images, etc. Votre capacité, ou la crise des réfugiés, par exemple, on a vu des images atroces. Hein, notre paysage, hein, j'ai commencé par là, notre paysage est rempli à la fois d'images belles que nous chérissons et d'images laides que nous repoussons. Voilà. Si nous ne sommes pas en mesure de repousser l'agression des images laides, nous sombrons. Nous sombrons dans la dépression ou dans, vous voyez, c'est un petit peu, ou dans quelque chose qui fait de vous assez vite un criminel. C'est ce qu'on a reproché aux bourreaux nazis, par exemple. C'est de ne plus être sensible à l'horreur qu'ils avaient sous les yeux et qu'ils mettaient en place dans les camps de la mort. Quand Hannah Arendt parle de la banalité du mal chez Eichmann, qui est en charge du camp de concentration, c'est quelqu'un qui a précisément perdu son humanité, qui est devenu un monstre, parce qu'il ne réagissait pas à l'ignominie, au caractère ignoble de ce qu'il avait tous les jours sous les yeux. Donc ce sont autant la recherche de la beauté, qui est évidemment quelque chose qu'on doit mettre en avant, et je crois que même dans les comportements déviants pour la société, hein, que sont le mouvement punk, où j'ai parlé de l'exemple des gothiques, en fait c'est une recherche de beauté. Hein. On ne reflète la laideur du monde sur soi que parce qu'on a un idéal de beauté supérieur, ou en tout cas on le trouve insuffisant, l'idéal de beauté commun. Et donc on veut chercher, comme Baudelaire, chercher un autre beau, hein, comme les poètes, ailleurs, pour trouver du nouveau et pour trouver un nouveau beau. Donc le rejet de la beauté ou de la laideur ambiante, soit il est pathologique et conduit à Eichmann et hélas peut-être au crime, hein, quand on ne réagit plus aux horreurs, ou au contraire il est la recherche d'un encore plus beau ailleurs. Je profite, j'ai une question. Tu disais au début que finalement, c'est difficile de définir le laid, c'est difficile de définir le beau, mais que c'est peut-être plus facile de définir le laid que le beau. Ou au moins un lait universel. Tu vois, par exemple, des choses vraiment universellement laides, quand tu as parlé des cadavres. Et je me pose cette question parce qu'en droit, on essaye de définir parfois, quand on essaye de réfléchir à ce que c'est que le droit, on essaye de définir le juste. Extrêmement difficile de définir le juste. En revanche, un peu moins difficile de définir l'injuste. C'est-à-dire qu'il y a des situations devant lesquelles chacune d'entre nous, sauf Eichmann et compagnie, tout de suite vont être révoltés par l'injustice. Et je me demande, qu'est-ce que à quoi ça te fait penser finalement ce qui s'inscrirait plutôt en faux contre des valeurs plus positives comme le beau et le juste serait plus facile à définir. Tu vois, l'injuste, le laid, ce seraient des choses que nous, chacune d'entre nous instinctivement, on serait serait plus facile à définir. Et je me demande pourquoi, en fait. Est-ce que toi qui as aussi réfléchi dans ces questions dans ton domaine, parce que moi, j'ai pas trouvé pourquoi l'injuste serait plus facile à définir. Enfin, tu vois, le sentiment d'injustice, tu vois, est plus immédiat comme ça que le sentiment du juste. Est-ce que tu as une idée? C'est une dure question. Non, mais voilà, c'est une question qui m'est venue comme ça. Je sais pas si j'ai des choses intéressantes à dire là-dessus. Non, mais je crois que, mais bon, moi, ma réaction face à ce problème que je reconnais et j'ai pas de solution, hein, simplement, ça invite à une praxis. C'est-à-dire que, on fait un constat,
on fait un constat qu'on repère plus facilement l'injuste, mais c'est une base de départ pour construire justement la voie vers le juste. Donc je ne sais pas expliquer pourquoi, mais parce qu'il y a de l'ordre de... Ouais. Est-ce que c'est pas une question de confrontation au réel, au principe de réel, qui est que l'injustice triomphe partout, beaucoup plus souvent que la justice, que le laid est plus commun que le beau, en quelque sorte. Et donc du coup, ça invite à partir, en tout cas, enfin voilà, moi j'en tire une praxis, c'est-à-dire qu'à partir des repérages qu'on peut faire, hein, qui nous sont immédiats ou plus facilement donnés, ben après, la vraie tâche humaine commence, c'est-à-dire pour se sortir de cette phénoménologie-là, pour aller à l'étape d'après, ben, il faut que nous, on pose méthodologiquement, juridiquement, philosophiquement, les conditions d'un beau possible, ou les conditions d'un juste possible. Évidemment, ce serait beaucoup plus simple si on pouvait faire l'inverse, hein, si le juste nous apparaissait comme ça, et le beau triomphait partout, et qu'on ait juste à se prémunir un peu du mal et du laid de temps en temps. Malheureusement, on vit dans... Enfin, on ne décrit là que l'imperfection du monde, qui est la condition du monde même. Donc, c'est tout ce que je peux dire là, comme ça. J'ai malheureusement pas beaucoup de billes du côté de l'esthétique pour aider à penser la question de la justice. Mais le problème est le même, ouais. Merci beaucoup.